Si vous avez envie d'utiliser un petit peu SAM à travers Fidji, alors je pense que votre communauté, vous connaissez tous Fidji, j'ai pas besoin de vous dire comment installer Fidji et comment aussi on installe SAMJ, puisque c'est une possibilité d'utiliser SAM à travers Fidji, c'est d'utiliser ce plugin SAMJ. En allant dans le Help Update, vous pouvez sélectionner SAMJ. On peut aussi l'utiliser à travers l'AppKit, donc vous pouvez aussi sélectionner l'AppKit. Et puis, bon, ça prend un tout petit peu de temps. Et puis ensuite, il faut installer les modèles. On va voir un petit peu comment ça se passe. Et comme ça vous donne peut-être que pendant la présentation, vous avez peut-être l'opportunité d'installer SAMJ et peut-être aussi d'installer un premier modèle. Comme les modèles d'IA sont relativement lourds, ça prend quand même presque 5 à 10 minutes. Voilà, l'installation. Alors, on y va je fais juste un petit rappel de ce que c'est que la segmentation d'image, parce que c'est le problème qu'on adresse ici. Donc, quand on prend une image, ben, il y a plusieurs types de segmentation. On parle de semantic segmentation. Quand on veut, en fait, classifier chacun des pixels dans un groupe par région, comme ça. Donc, on place chacun des pixels, on associe chacun des pixels à une classe particulière. On appelle ça plutôt pixel classification. Et ça, c'est le segmentation. Il y a quelque chose d'autre qu'on appelle instant segmentation. Alors ça, c'est plutôt de la détection d'objets. Typiquement, on va mettre une bounding box autour des objets. Et donc, on segmente différentes instances. Et puis, la segmentation, le complet, c'est le panoptic segmentation. Et là, on fait la distinction entre les différents objets, comme on le voit ici. J'espère que vous voyez bien ma souris. Quelqu'un peut me confirmer qu'on voit bien ma souris? Oui, on voit très bien ta Oui, souris. super. Alors, la segmentation, c'est la tâche la plus difficile en analyse d'image. C'est souvent considéré un peu comme est-ce que c'est vraiment une science ou est-ce que c'est vraiment de l'art? Il y a beaucoup d'aspects subjectifs en fait dans la segmentation parce que bah, toutes les personnes ne sont pas d'accord quand il s'agit de segmenter ce type d'image-là. Où est-ce qu'on met le bord? C'est assez flou. Ce qu'on doit dire aussi, c'est qu'il y a des images qui sont la tâche de segmentation peut être extrêmement simple quand elle est bien préparée. Si j'ai un code barre ici à segmenter ou un QR code, c'est trivial à segmenter. Par contre, si je dois segmenter cette image-là où j'ai un neurone avec peut-être des dendrites comme ça, bah, c'est quasiment impossible à segmenter. Donc, on a une variabilité de difficulté qui est absolument phénoménale. Et puis, on a aussi des variabilités dans les modalités. Et donc, c'est là que l'IA peut peut-être nous apporter quelque chose dans cet espace. Je voulais aussi mettre deux termes qui sont pour moi importants dans le cadre de SAM. On parle de segmentation dite interactive, quand on donne en fait un prompt, quand on désigne l'objet qu'on veut segmenter. Et puis, alors en particulier SAM fait ce type de segmentation interactive. Et puis un autre terme qu'on utilise, qui est l'opposé, en fait, c'est la segmentation dite automatique. On va fournir une image et puis on aura une segmentation complète de toute l'image. Et c'est plutôt effectivement ça qu'on recherche, mais avec SAM, on va être plutôt dans des questions d'instant segmentation et interactive segmentation. Alors, Sam, qu'est-ce que c'est? Segment Anything Model. Voilà, le 5 avril 2003, il y a un tweet un peu surprenant qui arrive de Meta qui nous annonce quelque chose de fantastique. Voilà. Je vais faire une petite traduction là. La SAM est capable, avec un clic, de faire une segmentation avec un clic de n'importe quelle photo, image, vidéo, etc., etc. Ça a quand même réveillé l'esprit de pas mal de personnes qui travaillent en analyse d'image depuis longtemps, parce que c'était quand même assez fabuleux de voir ça. Et puis quand on a commencé à utiliser, ben, on s'est rendu compte effectivement que avec un clic, on arrivait bien à segmenter ce zèbre, qui est une tâche effectivement très très difficile à réaliser. Donc quand on dit un clic, le clic en fait ça va être considéré comme le prompt. Et c'est assez similaire finalement à ChatGPT quand on lui donne un prompt, ben, on obtient une réponse. Alors là, de façon similaire, le prompt va être un prompt dit visuel. On va désigner l'objet par une bounding box ou par un clic pour segmenter l'objet. Donc moi, j'ai ce claim là de dire que SAM, c'est plutôt le ChatGPT de la computer vision.
Voilà, alors SAM, qu'est-ce que c'est exactement? Donc c'est un outil de segmentation dit accessible par prompt. Le prompt peut être le point, la bounding box, voilà, B-box, un masque ou un texte. En fait, le texte, j'ai jamais vu personne qui était vraiment capable de l'utiliser. Mais voilà, peut-être que en tout cas, c'était annoncé comme tel, mais ça ne marche. Pour moi, ça ne marche pas. Euh, et puis, finalement, bah, les gens, ils ont tourné cet outil interactif, ils l'ont tourné en automatic segmentation en donnant ce qu'ils appellent everywhere, le mode everywhere. On donne toute une grille de points, en fait. Et avec une grille de points, ben, chacun des points devient un prompt. Et puis, ben, on va chercher tous les objets à partir de cette grille de points. En fait, c'est une façon détournée d'avoir de l'interactivité. Euh, donc il est zéro shot. Zéro shot, ça veut dire qu'on va pas faire de fine-tuning, on va pas le réentraîner en principe, on va l'utiliser tel quel. Donc voilà. C'est un foundation model, un vision transformer. Je vais expliquer un petit peu ces deux termes un peu plus loin pour bien les qualifier. Et puis, voilà, l'autre limite, c'est que c'est jusqu'à maintenant seulement en 2D. On verra qu'il y a des options maintenant 2D plus temps, mais c'est pas un outil de segmentation 3D, c'est seulement 2D. Et puis lui, il attend en entrée que des images couleurs. Voilà. Donc, si on a des images noir et blanc, il faut les convertir. Et puis, ben, l'autre aspect, c'est que c'est vraiment un système qui est relativement lourd, vous allez le voir, bien qu'il y ait des améliorations maintenant. Le SAM, il a été entraîné sur un très très grand dataset, donc seulement Meta peut accéder à ce genre de dataset, avec plus d'un million d'images, 1 milliard de masques ici. Bon, ils ont fait des annotations un peu à la fois interactives mais aussi automatiques. Bon, on doit dire qu'ils ont quand même donné un open access à tous ces modèles, donc ils sont effectivement gratuits, utilisables, et on peut les prendre pour faire de la segmentation. Euh, Ça marche de cette façon. Donc, l'image en entrée est d'abord envoyée dans un encodeur pour construire ce qu'on appelle un embedding space. La taille de cet embedding est de 1024 x 1024. On y reviendra un petit peu plus tard aussi. Et puis ensuite, ben, on va avoir nos prompts, soit des masques, soit des points, soit des box, qui vont interroger cet espace latent ici pour pouvoir fournir des réponses de segmentation. En général, ils en fournissent trois. Nous, on prend que souvent la meilleure parce qu'ils donnent aussi trois réponses, mais trois scores. Donc, on s'intéresse en principe qu'au meilleur score et donc à la segmentation qui a le meilleur score. Euh, Là, juste à titre d'illustration, j'ai essayé de mettre un petit peu le SAM en perspective avec d'autres modèles. Alors, vous connaissez les YOLO, les 2D units. Alors voilà, un 2D unit, c'est quelques millions de paramètres, hein, mais SAM, c'est plutôt on s'approche des milliards de paramètres ou ouais, des milliards de paramètres, voire des centaines de milliards de paramètres. ChatGPT, c'est encore beaucoup plus haut, hein. On voit ici qu'on est des centaines de milliards de paramètres cette fois-ci. Euh, et puis, bah, si je reviens plutôt à des modes plus classiques avec je sais pas, des random forest, des élastiques ou des choses comme ça, ou des applications où on avait un workflow avec quelques paramètres, bon, on est plutôt à deux ou trois paramètres ou à des centaines de paramètres. Donc, ça montre où est SAM. Euh, c- Entraîner ce genre de modèle à milliards de paramètres, il faut des capacités de calcul absolument gigantesques. Euh, il y a une évolution aussi. Donc, depuis 2023, bon, est apparu SAM. Ben, on a connu la première évolution qui est SAM 2. Alors, SAM 2, là, il devient tout à fait intéressant, puisque SAM, même en mode de prédiction, donc le SAM 1, hop, je vais aller trop vite. Le premier SAM de 2023, même en mode de prédiction, il faut un GPU pour l'utiliser. C'est vraiment, si on commence à faire de l'annotation, c'est vraiment trop long. Il nous faut vraiment des capacités de calcul parce qu'il est vraiment trop gros. Par contre, on a un gain de presque x8 avec SAM 2, un gain en termes de vitesse. Et donc, à partir de là, on peut commencer à utiliser SAM 2 sur un CPU. Donc, sur un laptop, ça fonctionne aussi. Mais c'est seulement SAM 2 qui fonctionne dans ce mode-là. SAM 2, il a aussi une autre possibilité. Il permet de faire du tracking ou de suivre un objet dans le temps.
Alors, je reviens sur les deux petits termes que j'ai évoqués, qui est Foundation Model et puis Vision Transformer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Foundation Model? Alors, la définition n'est pas tellement claire, mais en gros, c'est quelque chose, c'est des modèles qui ont été entraînés sur des datas massives. Et la plupart du temps, c'est tellement massif qu'on ne peut pas faire de la supervision, donc c'est pas complètement annoté de façon humaine. Il y a des annotations de type automatique qui sont peut-être corrigées de façon humaine. Et puis, avec ce massif, on arrive enfin à la généralisabilité. Donc, on peut espérer de généraliser au-delà de ce qui a été appris. Donc, ça, c'est parce qu'on a ces datas qui sont complètement massives. Et puis, l'autre chose qui est une caractéristique des foundation models, c'est qu'ils sont en général multimodales. Ben, ils mélangent euh, plusieurs types d'informations, bon, l'image, la vidéo, le son, et des choses comme ça. Là, j'ai noté que aux USA, ils qualifient un foundation model s'il a plus de 1 milliard de paramètres. Donc ça, c'est la définition légale US. Mais en Europe, on dit plutôt que c'est quelque chose qui a une capacité de produire une sortie qui est dite généralisable, voilà. Évidemment, sur les foundation models, il y a plein de critiques que vous connaissez probablement tous, hein, sur le coût, le fait qu'on doit faire de la data curation par des personnes qui sont probablement mal payées. Il y a beaucoup de questions éthiques là derrière. Aussi des questions de propriété intellectuelle, parce que pour avoir accès à ces données massives, il faut aller les puiser sur le web, et puis, sans en avoir forcément la propriété. L'autre terme qui est très moderne et très à la mode maintenant, c'est Vision Transformer. Donc ça, c'est en mettre en parallèle avec l'architecture plus classique des CNN qu'on utilisait jusqu'à maintenant. CNN, c'est par exemple typiquement le UNet et des choses comme ça. Alors, le CNN, ses avantages, c'est de pouvoir détecter les local features, soit de pouvoir mettre en exergue des features visuelles locales, et de pouvoir aussi de travailler sur des très très larges images avec des possibilités de tiling. Donc ça donne des modèles beaucoup plus légers, qui peuvent même aller jusqu'à des réponses real-time pour la prédiction. Et puis donc les architectures plus modernes, dites de Vision Transformer, là on va découper l'information ou découper pour nous des images en patch, ce qu'on appelle des tokens en fait. Et donc et on va établir des relations entre les tokens de façon très très large. On va pouvoir, disons, la capacité d'apprentissage, c'est de mettre en relation tous ces patchs ou tous ces éléments visuels. Et ce qui veut dire que c'est beaucoup, beaucoup plus lourd à entraîner. Il faut donc, parce qu'on a beaucoup plus ces mécanismes d'attention, de mise en relation des différents patchs doivent être appris à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles, et ce qui demande des ressources calcul énormes, mais aussi beaucoup, beaucoup de données. Donc, et donc, c'est assez difficile à entraîner ce genre d'architecture. Voilà, donc pour définir Foundation Model et Vision Transformer et SAM, et donc à la fois un Foundation Model avec une architecture dite Vision Transformer. Voilà, alors SAM, donc depuis 2023, il y a eu beaucoup, beaucoup de variantes de SAM. Alors la plus connue dans notre milieu de bioimage analyst, c'est qui est faite par Constantin Papp ici en Allemagne. Lui, il a fait d'abord MicroSam, mais maintenant il en fait pas mal d'autres modèles et il essaye de les fine-tuner. Donc c'est ça qui est assez intéressant dans tout ce travail de Constantin Pape ici. Mais on trouve des modèles SAM à peu près pour tout et n'importe quoi. Alors il y a évidemment pour le médical, là il y a un médico-SAM que je ne connais pas vraiment, mais il y en a pour les plantes, il y en a pour spécialiser pour faire roads, des routes pour les fermes. Il y en a un qui s'appelle CellSam, mais c'est une variante de SAM un peu spéciale, euh, qui est plutôt un détecteur de cellules, à vrai dire. Et puis, il y a eu d'autres variantes. Comme on a vu que ce modèle était très, très, très gros, il y a des gens qui ont commencé à vouloir le réduire. Donc, ça appelle la distillation. Se concentrer uniquement sur les, les poids du modèle qui sont intéressants. Donc, c'est toutes les familles qu'on appelle efficient SAM.
et puis bah, d'autres qui ont aussi encore réduit encore plus, de telle façon qu'on puisse l'embarquer sur un téléphone, par exemple. Là, j'ai mis un petit peu les SAM que moi je connais, et puis pour voir un petit peu en parallèle les poids du modèle. Alors, vous voyez que les mobile SAM, il a seulement 10 millions de paramètres, alors que les premiers SAM de 2023 étaient plutôt à 2400 millions de paramètres, donc 2 milliards de paramètres. Alors que les SAM 2, c'est ceux qu'on va utiliser dans SAMJ ici, ils sont plutôt entre 40 et 200 millions de paramètres. Voilà, c'est à peu près ça donne un petit peu la perspective aussi de ces différentes variantes. Il y a autre chose qui a beaucoup eu d'attrait, c'est comment on utilise SAM. Alors, la première façon d'utiliser SAM, ben, c'est d'utiliser le, le site officiel de Meta qui fournit un API en Python pour arriver à utiliser SAM. Ils ont même fait une démo sur le web, on peut uploader son image et puis avoir une segmentation, c'est ce que j'ai fait ici. Là, j'ai uploadé l'image et puis j'ai simplement cliqué où j'ai fait un rectangle d'encadrement pour essayer de trouver le logo EPFL, ça n'a pas très bien marché ici. Mais il y a aussi beaucoup d'autres logiciels et qui ont embarqué SAM comme des extensions. Alors, on a Paris, MATLAB, QPath a une très belle extension pour SAM qui marche très bien, mais YOLO, Label Studio et d'autres. 3D Slicer pour les gens qui font du médical. Et puis, ben, il nous manquait Fiji. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire dès 2023, donc avec SAMJ. Voilà, c'est notre développement, SAMJ que je vous présente tout à l'heure. Mais là, j'ai juste fait imaginez un petit dialogue entre une scientifique euh, que je vais appeler Charlie et puis Sam. C'était un petit clin d'œil sur Sam. Alors voilà, parce que la question qu'on peut se poser, qui est assez fondamentale en fait, Sam, ça a été entraîné sur des images qu'on trouve sur le web, c'est plutôt des photos de vacances ou tout ce qu'on peut imaginer qu'on va trouver sur le web, sur Facebook typiquement. Donc, ça a été entraîné sur ces images. Alors, est-ce qu'on peut vraiment utiliser SAM pour des images scientifiques? Alors, ben, les gens qui ont publié SAM, ils disent oui, allez-y. Surtout, j'imagine, le boss de Meta, il va dire allez-y, utilisez SAM, il n'y a pas de problème. On a des capacités de généralisabilité. Euh, donc voilà, c'est la question que se pose Charlie ici. Et puis donc euh, on a le patron donc de Meta qui va dire, allez-y, on peut généraliser across domain. C'était le mot-clé qui a été donné quand dans les premiers papiers de Sam. Puis alors Charlie se dit, mais oui, mais moi j'ai que des images en noir et blanc, j'ai des images scientifiques noir et blanc, et puis que des très 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 grandes images. Et puis, ben voilà, Sam, il va dire, ben non, moi, ce que je sais faire, c'est seulement les images couleurs à une taille donnée. C'est 1024-1024, c'est tout ce que je sais faire. Donc, il faut, en fait, ben, Charlie, elle va devoir s'arranger pour adapter ses images, donc transformer son image couleur en image noir et blanc, ou bien réduire la taille de son image, ou découper ses images à la bonne taille, etc., pour pouvoir avoir des bons résultats. Donc, ça, c'est le travail c'est pas le travail de Sam de s'occuper de tout ça. Et puis, bon, est-ce que vous êtes efficient en termes d'énergie? Ben, pas du tout, hein. Donc, c'est vraiment très consommateur en termes d'énergie. Évidemment, c'est très, très gros modèle. Ça demande beaucoup de puissance calcul. Est-ce qu'il y a des risques d'hallucination? Donc, pour un scientifique, c'est une question assez importante. Ben oui, Sam, parfois, il se trompe. Il fait complètement pas ce qu'on veut. Euh, c'est juste une IA. Elle hallucine aussi, comme toutes les IA. Alors voilà, est-ce que c'est sérieux? Non, oui, oui, c'est vraiment sérieux. Donc là, c'est quand même ennuyant qu'on a tous ces inconvénients avec Sam, mais c'est là où je voudrais bien mettre l'accent, c'est que si on utilise Sam comme un outil d'annotation, disons, où il y a un intervenant humain qui va donner le prompt et qui va vérifier la sortie, là, on se trouve dans un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus rigoureux parce qu'on va avoir c'est encore l'humain qui va interpréter le résultat de Sam. Voilà, donc c'est ce que je vais vous présenter par la suite. Et alors, je le fais à travers une application qu'on a réalisée
avec un certain nombre d'étudiants et avec l'hôpital ici le CHUV ici à Lausanne. En digital pathologie, on avait ces mégakaryocytes, ces amas, ces groupes. Bon, c'est une cellule, mais c'est aussi un groupe de cellules. C'est l'origine des plaquettes sanguines ici. Donc, vous voyez qu'on doit segmenter ce genre d'objet ici. Et donc, Cellpose marche relativement bien, sauf il faut le fine-tuner, Cellpose. Faut lui amener des ground truths. Alors, ben, comment on fait? Ben, on demande à des pathologistes, parce qu'il y a seulement des pathologistes assez experts qui soient capables de délimiter ces zones-là. On demande à des pathologistes d'annoter avec la souris, et puis ils font ça, et puis ben, ils le font une après-midi, mais ils ne le font pas deux, comme vous pouvez vous imaginer, et puis donc on n'a pas suffisamment de données. Alors c'est là qu'on est intervenu, on s'est dit, ouais, il faut quand même leur fournir un outil qui va les assister pour la notation. Et c'est là qu'on a mis tout ce pipeline en route. Donc on a utilisé euh, bon, les données sont évidemment sur Romero avec QPass. Donc, on a mis en place l'extension QPass de SAM. Et donc, on a entraîné on a expliqué au pathologiste comment utiliser. Donc, il fait une boîte d'encadrement, la bounding box. Et puis, bah, il fait ça, il regarde le résultat. Il a le résultat une ou deux secondes plus tard. Et puis éventuellement, il la corrige avec les outils de QPass pour obtenir la segmentation qui lui plaît. Puis comme ça, il accélère. Puis donc, évidemment, ils sont très, très contents avec cet outil parce qu'il gagne un temps fabuleux il y a plutôt que de faire le détour à la main de la, des mécacaryocytes. Donc, c'est ce travail qu'on a effectué. Et puis là, eh ben, j'ai un petit warning, c'est-à-dire que le Sam Socupas, il travaille effectivement à l'échelle où la current scale, à l'échelle où est vue l'image. C'est la façon de travailler dans QPAS, c'est toujours à l'échelle que l'utilisateur a choisi, en fait. Voilà. Donc là, on a vraiment développé un système qui permet d'assister les pathologistes pour accélérer les annotations. Et effectivement, ça a permis ensuite d'avoir beaucoup plus de mécacaryocytes à noter et donc de pouvoir commencer à faire du fine-tuning un peu sérieux de cell pose. Euh, et puis là, je mets quand même un tout petit peu aussi un accent sur quelque chose qui est un peu, on s'est rendu compte qu'il a fallu expliquer aux pathologistes comment faire ces boîtes d'encadrement. Donc là, on s'est rendu compte aussi que la bounding box était le meilleur choix comme prompt. Et puis vous voyez que s'il met sa boîte trop petite autour des agglomérats de noyaux, eh ben, ça va pas marcher. S'il met la boîte au bon endroit, quand même, on va avoir la bonne mécacaryocyte, mais s'il la met trop grande, eh bien, ça marche plus du tout non plus parce que le SAM va interpréter, va prendre d'autres éléments en groupe. Donc, la boîte doit être placée quand même au bon endroit et c'est ce qu'on essaie de montrer à travers tout ça. On a aussi fait toute cette étude pour vérifier si on voulait utiliser le clic, juste un clic. Vous voyez que si je clique à cet endroit-là, ce que je vais attraper, Sam, il va me répondre par le nucléaire. Il ne sait pas du tout qu'on est en train de vouloir segmenter de mes caractéristiques. Il va juste me prendre un noyau ou un groupe de noyaux ici. Et puis si je clique sur le vert, ben là, je vais avoir la réponse en verte. C'est exactement ce que je veux. Et puis si je clique sur le bleu ici, trop proche du bord, bah là, il va commencer à me prendre autre chose que je n'ai pas envie. Et donc, on voit que le prompt, en fait, il y a toute une question, doit être quand même placé assez précisément pour obtenir le résultat qu'on veut. Mais ça, après une phase d'entraînement, les pathologues, ils sont capables de le faire assez bien. On a aussi étudié un petit peu, ça c'est des travaux qu'on mène en ce moment, l'extension au 3D. Alors là, ça se passe en particulier sur l'AppKit, hein. Vous voyez que l'AppKit a des possibilités de montrer des images en 3D sur différents slices. Donc quand je dis qu'on va avoir une extension en 3D, on va avoir une segmentation sur des slides dites obliques. Et l'utilisateur va choisir les slides, en fait. Et puis on fait la segmentation uniquement en 2D, mais sur une slice, et pour reconstruire finalement l'objet en 3D. Puis là, on a les premiers essais de segmentation en 3D en utilisant
le SAM2 Video Predictor. C'est-à-dire qu'on utilise le temps, les capacités de traquer un objet dans le temps. On va évidemment mettre notre dataset dans le temps, quoi, le volume dans l'espace-temps, remplacer le Z par le temps par le Z. Et donc là, avec un seul clic, effectivement, c'était une vidéo. Oups, je vais y arriver. Voilà. Donc là, avec un seul clic, on est capable d'à peu près bien segmenter cette vertèbre. Alors, je sais qu'il y a d'autres outils comme Total Segmentator qui peuvent marcher, mais quand même là, c'est assez intéressant de voir qu'on peut segmenter des formes assez complexes et ça prend finalement là, on a des temps de calcul là sur un. Donc là, on a quand même mis en route le GPU, et donc environ 1 minute sur des machines quand même équipées d'un GPU ou des Mac de type M1 ou M3. Alors, je viens à SamJ. Donc ça, c'est l'outil qu'on a développé. Je dois dire que pour votre communauté, euh, il a été, la première fois qu'on l'a mis en route, c'était à Mifobio, voilà, là, avec quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle Carlos, ici, Carlos Garcia Lopez. Il était à Mifobio, j'étais là-bas, on était en 2023, et puis on s'est assis tous les deux autour d'une table, et puis on savait qu'il y avait Sam qui était là, mais on ne savait pas comment le connecter avec Fidji, parce que Sam est évidemment en Python. Et donc, comment on fait pour faire tourner quelque chose qui est en Python dans Fidji de façon efficace, sans avoir à sauver des fichiers, sans avoir à installer Conda et tout ça. Et puis, on s'est appuyé sur une librairie qui s'appelle Appose, qui était développée là par Curtis Röden. Euh, donc, on a travaillé pas mal avec lui en fait sur cette librairie pour avoir un dialogue très très efficace entre Java et Python, avec de la mémoire partagée. Et donc, on peut donc envoyer très rapidement une image qui est dans Fidji, donc en Java, l'envoyer dans le modèle qui est donc en Python de SAM2, et puis récupérer les résultats. L'autre avantage, c'est qu'on a donc maintenant une installation qui est automatique, donc il n'y a pas besoin de se casser la tête avec des environnements en Python, et des choses comme ça. Tout est fait dans derrière, en fait, hein. Donc, il y a effectivement une installation dans un environnement Python qui va prendre du temps, mais c'est pas quelqu'un qui va sur le terminal, c'est juste un clic dans une interface de Fidji. Donc là, ça rend l'opération effectivement très très efficace. Euh, avec SamJ, donc on a effectivement une interface qui est vraiment intuitif. On a la possibilité de l'utiliser en mode macro. Il est maintenant aussi connecté, il est dans l'AppKit en fait, mais aussi dans le Big Data Viewer. Donc ça, c'est des travaux de Vladimir Ullman qui est en train de le mettre SamJ en fait, dans tout l'écosystème de Fidji. On a aussi pas mal travaillé, c'est ce qui nous a pris le plus de temps en fait, de travailler pour être capable de traiter des très très grandes images. Je vous ai dit que Sam, lui, ce qu'il aime bien, non, la seule chose qu'il accepte d'ailleurs, c'est des images de type 1024-1024. Ben, nous, très souvent, on a des images beaucoup plus grandes. J'imagine que vous en avez aussi des beaucoup plus grandes. Et donc, on n'a pas envie que la première opération, ce soit de les downsampler, parce qu'on va évidemment perdre de la précision. Alors, il y a tout un système de gestion en fonction du clic, des premiers clics de l'opérateur. On va travailler sur des zones, mais à la bonne résolution pour garder la meilleure précision possible. Donc, on va recommencer des opérations d'encodage. Les opérations d'encodage prennent un peu de temps, mais en fonction des différents prompts qui sont placés par l'opérateur. J'ai une petite image aussi qui va montrer la suite. Alors là, bon, je vous montre quelques applications de SamJ. Donc là, on montre qu'on peut effectivement, avec un seul clic ou un seul rectangle ici, arriver à faire le contour d'objets assez complexes. Là, on a aussi, avec des rectangles d'encadrement sur des images de digital pathology, on a segmenté des tissus. Puis après, sur ces tissus, on peut faire tourner Stardist pour compter les noyaux dans certaines zones. Là, on a une utilisation dans l'AppKit aussi.
Et puis voilà un petit peu aussi le processus SAMJ. Donc il faut installer SAMJ sur sa machine. Et puis la première opération à faire, c'est d'installer les modèles. Alors, les modèles, ça prend quand même pas mal de temps à installer. Là, on a mis bon, un ordre de grandeur, 1000 secondes, donc plusieurs minutes. Mais une fois qu'ils sont installés sur sa machine, c'est bon. On a des modèles qui tournent. On a mis plusieurs variantes de SAM2, en fait, hein, donc des modèles plus ou moins performants et plus ou moins gourmands en termes de ressources de calcul. Et puis ensuite, ben, quand on a notre image, la première opération qu'on va devoir faire aussi, c'est d'encoder. Alors ça, c'est une fois par image, ou pour les images qui sont grandes, une fois par zone d'image. Donc cette opération peut prendre aussi un peu de temps, jusqu'à 10 secondes. Et donc on se retrouve avec notre image qui est maintenant encodée avec notre embedded space. Et puis après, ben, on peut se lancer dans les annotations. Alors là, ça répond normalement assez vite, hein, genre voilà, 100 millisecondes, 200 millisecondes en fonction des machines qu'on a. Et puis, ces objets, ben, ils sont normalement stockés dans le ROI Manager. Ils deviennent ouais, des annotations, en fait. Je passe là. Là, j'ai une petite démo. Ouais, qui montre le batch mode de... C'est un movie, oui. Ça montre le batch mode. Donc là, on va aller automatiquement détecter les noyaux en rouge ici, simplement en trouvant les maximums locaux. Voilà, on a donc cet ensemble de seeds qu'on va pouvoir envoyer comme des prompts automatiques pour faire la segmentation totale de tous les noyaux, en fait. Donc ça, c'est le mode en batch, hein. Donc au lieu de cliquer sur chacun des noyaux, eh ben, si on a un autre processus alternatif, qui nous détecte une seed, on va pouvoir lancer SAM dans un mode dit en batch pour segmenter complètement l'image. Là, j'ai une autre application aussi qui est très intéressante où les opérateurs sont vraiment très très contents. Ça, c'est à l'EPFL, cette application. Ça, c'est une image de microscopie électronique. Et c'est donc une très très grande image. Là, elle fait 8000 par 8000, ouais, 8000 par 6000 pixels. Et puis là, ce qu'on veut segmenter, c'est ces mylin sheets ici, comme ça, ces composants qu'on veut ici identifier. Et puis ben, là, avec simplement des rectangles d'encadrement, voilà, il faut à peu près ouais, une seconde par annotation. En 20-30 secondes ou moins d'une minute, on a annoté complètement l'image. Vous voyez que c'est des objets quand même relativement simples. Même si je ne mets pas le rectangle d'encadrement au bon endroit, ben, ça va quand même marcher. Et puis, ben, on n'avait pas trouvé jusqu'à maintenant d'outils capables de faire ce genre de segmentation. Vous voyez que là, c'est comme des objets quand même un peu plus délicats. Et pourtant, ça marche très, très bien. Là, les gens, ils ne retouchent pas du tout. Ils font tout à fait confiance à la sortie de SAM pour ces très, très grandes images. Là, jusqu'à maintenant, donc, ils utilisaient plutôt la Magic Wand, donc l'outil le plus simple de Fiji. Et puis, vous voyez que les réponses qu'ils avaient, ben, c'était un peu compliqué, mais on avait des problèmes, par exemple, par là, ah, pardon, je suis allé trop vite, ou par là, on avait pas mal de... En fait, ça marchait pas vraiment bien. Voilà. Et donc là, avec Sam, ils ont gagné en, en précision, disons, en contour beaucoup plus précis pour faire leurs mesures. En fait, ils font directement les mesures. Là, c'est un outil qui va d'annotation et ils lancent leurs mesures de qualité dessus. Bon, là, je me suis amusé à une petite, comme un exercice. J'ai pris cette carte d'Europe, puis je me suis dit, tiens, je vais prendre toutes les capitales comme des seeds, des prompts ponctuels pour faire la notation de l'image. Vous voyez que la réponse de Sam, ben, elle est pas terrible ici. Puis j'ai fait la même chose avec la baguette magique de, de Fidji, voilà, la Wand Tools de Imager Fidji. Puis vous voyez que ça marche beaucoup mieux. Donc voilà, on voit par exemple Paris ici, et puis la France est bien segmentée, etc. Voilà, et puis ça marche même tip-top. Alors que Sam donne des mauvais résultats. Alors il y a des explications à tout ça. Et en fait, ça donne un peu les conditions d'utilisation de Sam, les limites en fait de Sam. Quand les objets sont trop compacts, ben, ça marche pas bien en fait. Donc là, voilà. Quand les objets ont des tailles variables,
C'est le cas pour, là, par exemple, pour la France. Probablement, là, elle est trop grande, l'objet est trop grand par rapport à la taille de l'image. Il n'a pas été habitué à voir ce genre d'objet, il ne sait pas bien s'en sortir. Et puis, quand on a le prompt qui est trop près des bords, là, je sais pas, là, Athènes ici, il va plutôt attraper la mer Égée plutôt que la Grèce. Donc, ça montre un petit peu différents cas limites, en fait, pour l'utilisation de SAM. On a aussi regardé plus précisément ce que c'était que ces limitations de SAM. Alors, il y a vraiment un ratio un petit peu optimal entre la taille des objets et la taille de l'image. Et ça, en fait, c'est une explication assez simple parce que les objets les plus communs qu'on trouve dans des photos de vacances ou des photos qu'on trouve sur le web, c'est des objets d'une certaine taille. Ils représentent en général 20, entre 5 et 20% de la taille de l'image. Et donc Sam, il est habitué, il aime bien trouver des contours de ces objets de cette taille-là. Alors là, on a fait toute une étude pour regarder quels étaient les bons ratios d'objets. Bon, d'abord, il y a les petits objets, il sait pas du tout faire. Donc les objets doivent être en gros plus grands que 30 pixels. Sinon, il sait pas vraiment travailler avec des petits objets. Et puis, il aime bien les objets qui sont de taille entre 5 et 30%. C'est les conditions idéales pour travailler. Là, on a fait des études avec différentes tailles d'images, avec différentes tailles d'objets. Et puis, on se rend compte que la qualité qu'on voit ici, c'est la qualité parfaite. Ben, c'est plutôt dans ces zones-là, quand le ratio entre l'objet et l'image est en gros entre 5 et 30%. Plus grand aussi, il y a pas mal de problèmes. Euh, voilà, donc ça c'est un peu les limites dans lesquelles on peut appliquer SAM de façon correcte. Aussi pas mal d'autres études. Ah oui, quelque chose aussi qui est perdu avec SAM, en fait qui est perdu avec les Vision Transformers. C'est la shift invariance, qui est quelque chose qu'en principe, en traitement d'image, on veut absolument garantir. Imaginez que vous avez un objet en haut de l'image, et puis un objet en bas de l'image. Si vous avez le même objet, vous voulez et le prompt au même endroit, vous voulez que ça réponde de la même façon. Ben là, avec l'architecture Vision Transformer qui fait des relations entre tous les objets, on n'a pas forcément la même réponse. Puis là, ben, on l'a illustré par un cas assez typique. Vous voyez que là, j'ai un objet, c'est exactement le même objet, même background, le prompt est placé exactement au même endroit. Là, je me retrouve avec des segmentations, je sais pas, là, je pense que c'était différentes variations de SAM. Mais tout d'un coup, là, vous voyez que le trait rouge, il préfère plutôt prendre, disons, le noyau, alors qu'avec le même prompt, même objet, même intensité, exactement pareil, là, il va placer le trait rouge ici. Il va décider que c'est plutôt la cellule qu'il préfère. Alors évidemment, ici, on est dans un cas un peu douteux, mais quand même, on n'a pas la même réponse dans les différentes zones de l'image. Ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi assez fréquemment avec Sam. Donc, même des fois, des petits détails, on a des variations en fonction de la position de l'objet dans les images. Là, on a aussi regardé un peu comment Sam était robuste vis-à-vis différentes attaques. Alors là, ben, je ne vais pas toutes les commenter, mais vous voyez que euh, par rapport là, on a ajouté un bruit à 10 speckles, un bruit de ouais, poivre et sel comme ça sur une image. Donc là, j'ai une belle cellule, j'ai quand même pas mal de bruit. Et puis ben, les différents modèles de SAM, ils réagissent bien ici. Ils réagissent encore assez bien ici, alors sauf le Efficient SAM qui est vraiment pas très bon en fait. Et puis quand on est à ce stade-là de bruit, ben là voilà, il décroche complètement, il y arrive plus du tout, ce qui est assez normal en réalité. Mais on voit quand même que Sam 2 se maintient bien, est assez robuste au bruit. Et ça, c'est aussi une observation. Vous voyez que cette image est quand même très bruitée, et puis on arrive quand même encore à des résultats qui sont assez étonnants, qui marchent étonnamment bien. On a aussi Daniel, essayé de... Oui. est-ce qu'on peut t'interrompre pour poser des Oui. questions ou tu préfères que ça soit à la fin? Oui, bah, non, peut-être à la fin. Comme Ok. tu veux. Je Oui. demande parce que des questions Oui. commencent à arriver et je ne sais pas Oui. si on l'a abordé ou pas cette question. Donc c'est pour ça que je préfère te demander. Ah, d'accord. Ouais, On, ouais, on garde les pas questions pour la maintenant. fin. Oui, Je ne d'accord. Ok, t'interromps plus. merci. Oui, oui, merci. Là, on a aussi fait une étude par rapport au... Voilà, on a
lisser l'image, fait un Gaussian blur ici. Puis là, on voit que ben, il arrive moins bien à attraper les contours. Donc Sam, il va s'accrocher aux zones de contraste, hein. C'est vraiment ce qu'il cherche, hein. Il cherche des objets, puis vraiment à agglomérer des zones de contraste. Et donc quand c'est blur, ben, il a beaucoup de mal. Par contre, là, de façon assez étonnante, là, on a ajouté un cloud noise, voilà, un bruit un peu de plus basse fréquence. Puis là, on remarque que quand même, c'est assez étonnant comment il arrive à trouver assez bien l'objet dans ces conditions. Franchement, même un humain, il aurait un peu de mal. Pareil par rapport à la qualité du prompt, où il faut passer le prompt. Donc ça, j'ai un peu déjà commenté dans une application. Comment on résiste si le rectangle n'est pas au bon endroit? Comment Sam va pouvoir s'adapter? Alors parfois, vous voyez qu'il est aussi capable de sortir de son cadre, hein. S'il voit un contraste plus loin, il est capable de sortir du prompt, hein. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Euh, Là, c'est d'autres adversarial attaques qui ont été menées alors ça, c'est pas nous qui avons fait directement l'étude. Il y a beaucoup de papiers qui essaient de tester Sam et de tester comment il réagit. Donc là, l'idée, c'était avec un prompt ici, un clic ici, comment on arrive à attraper la fenêtre, en fait, hein, le cadre de la fenêtre. Alors qu'on voit que dans toutes ces conditions, il marche bien, sauf qu'ici, il marche pas bien. Pourtant, l'image n'était pas tellement dégradée. Il arrive même bien à marcher dans toutes ces conditions, sauf pour celui-là, où là, il n'arrive pas non plus. Vous voyez que même avec des baisses de contraste, il s'en sort bien, même avec des déformations, même avec des conversions en JPEG, il s'en sort encore bien. Par contre, parfois, il ne marche pas de façon pas tellement intuitive. Alors, il y a plein d'autres gens qui ont regardé où est-ce que SAM devait être appliqué. Puis donc, SAM n'est pas toujours le parfait outil. Puis là, ben, j'ai un petit exercice pour vous. Alors, comme ça, euh, je pouvais vous le montrer. Vous voyez, alors je vais peut-être vous laisser voter. Je ne sais pas comment on peut faire ça. On arrive à faire. Non, ah, mais je n'ai pas prévu un pooling. Bon, je vous laisse quelques secondes pour répondre si vous avez envie, mais dans votre tête, parce que je n'ai pas de moyen de pooling. Voilà, j'ai mis 5 images ici. Donc là, ces 5 images, on veut segmenter. Donc là, on veut segmenter ces objets-là. Là, on veut segmenter ici. Là, on aimerait attraper le zèbre. Ici, on aimerait segmenter ces objets-là. Et puis là, c'est une image, je sais pas, plus 5 ou 6 channels. Puis on aimerait aussi segmenter ces noyaux. Donc, parmi ces images, il n'y a qu'une seule image qui fait du sens pour Sam, en fait. Alors, je vous laisse 1 ou 2 secondes pour réfléchir à parmi ces images, laquelle est pertinente pour Sam. Alors, je sais pas, c'est bon, j'ai pas de. Ouais, j'aurais pu mettre en place un système de pooling, dommage. Euh, donc, en fait, la réponse, c'est seulement la C. Voilà. Alors, être capable de segmenter ces objets, Sam, il sait bien le faire. Si je mets un clic là au milieu du zèbre, il va me le trouver. Par contre, là, le contraste, il est vraiment, vraiment trop faible. Il va pas s'en sortir. Là, il va pas comprendre qu'il y a des multiple channels. Lui, il va prendre ça comme des images couleurs et puis ça va pas du tout marcher non plus. Là, les images sont trop floues, trop compactes. Il va pas, si je mets un clic ici, il va peut-être probablement vouloir trouver des zones de contraste meilleures qui se trouvent plus loin. Et puis cette image, alors il va marcher, hein. Si je mets un clic ici, il va parfaitement la trouver, mais ça fait aucun sens de prendre SAM, puisqu'on ne va pas utiliser un outil très très coûteux en termes d'énergie, en termes d'ordinateur, pour quelque chose qu'on peut simplement segmenter avec la baguette magique. Donc ça fait aucun sens de l'utiliser pour l'image A, bien que ça marcherait. Voilà, puis j'ai un deuxième même chose. Ici, on veut segmenter donc ce tissu. Là, c'est des images de microscope électronique. On veut les trouver un par un. C'est des multilamelles. Bon, on les appelle les oignons plus simplement pour nous. Là, on veut segmenter l'avion. Là, on veut trouver la frontière qui sépare les petits ronds des gros cercles. Puis là, on veut segmenter voilà, les axones ou bien un réseau de dendrites. Alors là aussi, il y a une seule image qui fait du sens. Alors, je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Et puis, voilà, la seule image qui fait du sens, c'est celle-là. Là aussi, c'est une image pas tellement facile à segmenter, hein, mais Sam s'en sort très très bien. Là, évidemment, c'est beaucoup trop complexe. Il n'y a aucune chance de trouver avec un seul clic, même un rectangle d'encadrement, on aurait beaucoup de mal. Cette image, bah, c'est pas du tout adapté pour ça, mais il va pas du tout comprendre qu'on veut segmenter des petits objets versus des grands objets.
Sam a aussi beaucoup de mal avec les structures filamentaires. En fait, ça marche pas du tout, tout ce qui est filament, tout ce qui est allongé. Et puis là, curieusement, on pourrait penser que ça marche bien pour segmenter l'avion. Alors, si vous essayez de mettre une bounding box autour de l'avion, ben, il va bien vous trouver l'avion ici, mais là, la zone de contraste plus élevée, c'est l'ombre. En fait, il va vous trouver l'ombre. Donc, parce qu'on voit que le contraste il est supérieur entre le sol et l'ombre, et donc Sam s'accroche aux zones de contraste les plus élevées et les groupe ensemble. Et là, ça marche pas, ça marche pas. On va avoir l'avion et son ombre qui sont segmentés. Voilà. Comme ça, j'ai fini par ce petit exercice et puis je peux prendre prendre les questions. Mais ça illustre un petit peu bien où est-ce que Sam est intéressant et où est-ce qu'il ne l'est pas aussi, hein. Il y a 128 participants, je vois, oui, ça fait beaucoup de monde. Merci. Euh, comment je fais là pour voir le chat? Donc, en fait, je peux lire la question s'il faut. Non, mais Est-ce que, je vais essayer d'y aller. Ou bien peut-être je prends des questions orales. Je sais pas si comment vous pouvez voulez procéder. si tu veux, je lis la question? Ah, voilà, je suis arrivé à ouvrir le panel de questions. Alors, d'accord, ça c'est midi. Est-ce que commenter euh, Alors, est-ce que augmenter artificiellement la taille de l'image par du zéro padding, par exemple, de sorte qu'un objet qui ferait, par exemple, 50% de la taille de l'image n'en fasse que plus que... Euh, oui, oui, si vous avez euh, oui, vous pouvez faire ça. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à lire les questions, si vous voyez mon écran. Non, je lis la première question, donc... Ça va? Donc là, la question c'est, est-ce qu'on va, quand on a des objets qui sont plus petits, est-ce qu'on peut simplement augmenter la taille de l'image de façon artificielle par du zéro padding pour rééquilibrer le ratio taille-objet-image? Alors oui, bien sûr, vous pouvez faire ça. Le problème se pose plutôt quand on a des très grandes images. C'est pas quand on a des petites images. En fait, quand on a des petites images, on se pose. Mais voilà, ça peut être oui, ça peut être une solution. Ouais, ouais. Deuxième question, est-ce que les mêmes problèmes de reproductibilité arrivent avec les bounding box? Oui, ils arrivent aussi avec les bounding box. Évidemment, que la bounding box, quand même ça, mais beaucoup plus contraint, marche quand même beaucoup mieux. Ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est qu'on pouvait avoir des multiple points. Euh, donc, on peut aussi cliquer sur un objet, on peut mettre plusieurs points. Si on a des objets de forme beaucoup plus compliquée, y compris des points positifs, donc qui appartiennent à l'objet, et des points négatifs pour dire que des points n'appartiennent pas à l'objet. Alors c'est quelque chose qu'on n'est pas arrivé à implémenter dans Fiji, parce qu'on n'a pas, euh, Fiji n'a pas cette possibilité d'agir interactivement pour qualifier un point en positif ou en négatif, en fait. Mhm. Euh, voilà, Romain, je vois que tu as pu répondre zébra, bravo. Euh, Est-ce que le transfert de style pourrait améliorer le résultat? Euh, Là, peut-être je vais demander à Romain de commenter plus sa question alors, ou bien le transfert de style de... Ouais, je vois pas à quoi vous pensez là, Romain, sur le transfert de style. Je sais pas si vous précisez la question. Romain peut activer son micro, hein, Oui. Euh, ouais. Alors là, il y a une autre question qui est arrivée. Transformer les images. SamJ fonctionne-t-il avec des prompts sous forme de bounding box ou de points? Alors, il fonctionne avec les deux. Euh, Bounding box, les points, un seul point, ou aussi plusieurs points, ce qu'on a aussi dans Fiji. Et comme je disais, les points peuvent être aussi négatifs ou positifs. Et puis, il y a une autre entrée possible, c'est le masque qui a... Donc le masque, ça peut être par exemple une brush, on va peindre une zone, et puis ça pourrait être un prompt. Et ça non plus, on ne l'a pas implémenté dans SamGem, mais certains logiciels l'ont, en fait, l'ont implémenté. Transformer les images. Alors, autre question, transformer les images en entrée
pour les mettre dans un cadre plus efficace. Ah oui, donc ça, c'était la précision pour le transfert de style. Donc oui, 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 bien sûr, on peut euh, améliorer tout ce qu'on peut faire pour améliorer les images, et fournir des images à la fois peut-être plus contrastées, à la bonne taille, ou utiliser la couleur comme un autre, comme pour enrichir l'information, parce que lui, ce qu'il traite, c'est vraiment des images RGB. Alors, quand on a des images noir et blanc, eh ben, elles sont transformées simplement en RGB, on met les mêmes intensités dans les trois canaux, mais donc Sam n'en bénéficie pas de ces possibilités couleurs. Alors oui, tout ce qu'on peut faire, bien sûr, ça va l'aider. Euh, mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions orales? Alors moi j'ai une question pour toi, Daniel. Oui. Donc là, juste par rapport à cette dernière diapo, tout Sam, alors tout Sam, est-ce qu'en fait, de réentraîner ce type de modèle sur des images purement biologiques, donc qui sortent de nos plateformes, Hmm. améliorerait en fait les performances, ou c'est vraiment inhérent à l'architecture ou comment fonctionne le modèle? Alors, pour certaines, ça va améliorer, oui, mais pour d'autres, bon, quand je pense à la D de la deuxième ligne, non, là, on est d'accord. Ou les filaments, non, ou la E de la deuxième ligne, non, ça va pas, on va pas y arriver. Par contre, si je pense à la B, là, il y a la B de la première ligne ou la D de la première ligne aussi. Là, il y a des possibilités d'amélioration potentiellement. Parce que là, on est dans un cadre d'objets d'à peu près la bonne taille, pas trop allongé. Là, c'est plutôt des questions de contraste, de choses comme ça. Par contre, l'entraînement de Sam, il est quand même beaucoup. C'est pas un simple entraînement de Cellpose ou de Stardist ou d'Aiolo, hein. On est dans une autre catégorie, on joue dans une autre catégorie. Voilà. C'est quand même D'accord. avec des ressources machines, des data, aussi il faut rentrer dans des analyses assez profondes. Et là, en tout cas, Constantin Pape, il a commencé à mettre des outils pour faire ces fine-tuning. Merci. Ouais. Alors, j'ai une question de Pablo. Oui, Paolo, bonjour. Paolo, Bonjour. Paolo. Vous m'entendez? Oui, Oui, Paolo. Merci pour ce séminaire. Pour la 3D, vous avez dit qu'il y a un système donc, de transformer, en fait, d'interpréter comme des images 2D plus temps, c'est ça? Et c'est oui, ça c'est ça. les trucs pour lui faire passer dans une espèce de morphing, en fait, ce qui fait pour traquer en 3D. C'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a ce système. Alors, le 3D, alors je vais revenir sur mon slide 3D peut-être, si j'arrive là, comme ça. Alors, je vais peut-être aller vite sur le 3D. Donc, nous, on explore, parce que c'est quelque chose qu'on est on est en train d'explorer. C'est pas sorti encore tout ça. Le 3D, on envisage deux façons de faire. La première, c'est de travailler par différentes slices. Donc, typiquement, vous savez que bah, c'est le mode de 3D slicer, hein. Quand vous avez un volume 3D, on va prendre une slice, on va faire la segmentation sur la slide, puis après on va en prendre d'autres, et puis ou bien on les prend toutes dans le sens des Z ou toutes dans une orientation précise, et puis en fait, ça c'est ce qu'on appelle la segmentation de ennemi 2.5. 2.5. Ouais. Voilà. Ça, c'est une façon de faire. Parce que, de façon intrinsèque, Sam est un outil 2D. Pas, il n'a jamais été entraîné sur des données 3D. Voilà, ça, c'est une façon de faire. Par contre, et puis l'autre chose qui est apparue avec Sam 2, il est aussi, si vous allez sur le site de Sam 2, il est assez spectaculaire. Il est capable de traquer des objets. Alors nous, là, ce qu'on essaie de faire, voilà, on remplace le temps, on dit, ah ouais, c'est comme, on va le traquer dans le sens des Z, si vous voulez. On Les temps remplace, comme si c'était les aides, disons. Comme voilà, si c'est ça. c'est. Ouais, Ouais, ouais. ok, ok, merci. On triche, quoi, avec les data. Et puis on utilise en mode tracking. Et donc, la performance, dans ces cas-là, ça Ouais. marche bien de traquer les noyaux des cellules, par Alors, exemple, isolées ou... on a peu d'expérience. On a fait ces vertèbres parce on pensait que c'était quand même assez compliqué. Parce que ouais, si vous avez juste un noyau qui est sphérique, peut-être ça vaut pas le coup d'utiliser ce genre d'outil. Voilà, Ouais, peut-être avec deux ou trois slices, vous y arrivez et puis vous n'avez pas besoin d'utiliser le mode tracking. Et donc là, avec une vertèbre comme ça, on a des résultats qui sont bien. Mais on a
peu de retour d'expérience, ça vaudrait le coup d'exploiter tout ça. En fait, s'il y a des gens qui sont intéressés, nous on a j'ai quelqu'un ici, là, Pablo, c'est pour ça que j'ai fait l'erreur, désolé, Ok. qui travaille ici à l'EPFL, qui est très demandeur de données, de problèmes, de regarder ça. Il y a aussi l'autre chose qui est en jeu là-dedans. Quand vous êtes en 3D ou en 2D plus temps, ben, il y a quand même toujours cet aspect d'encodage qui prend quand même du temps, hein, et donc l'encodage, là en 3D, tout ça, ben, il va falloir encoder chacune des slices. Et donc, il faut qu'on trouve, on est en train de mettre en place aussi des interfaces plus rapides, en particulier de coder ça en C directement pour accélérer les questions d'encodage. Parce que, évidemment, la segmentation en 3D devient plus interactive. On ne clique pas sur les objets les uns après les autres, puis on a une réponse instantanée, hein. Évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. Vous voyez que là, il a fallu 1 minute pour segmenter un objet sur un volume 200, 200, 200, 200. C'est pas un gros volume, hein. Si. Oui. Une question de Maxime de Forêt. Oui, merci justement pour revenir sur ce SAM2 et ses capacités sur le temps. Comment ça se comporte vis-à-vis du shift variance? Parce que si un objet se déplace, euh, est-ce qu'il fait des erreurs au cours du temps ou est-ce qu'il arrive à comprendre que c'est le même objet? Comment ça se passe? Non, il va vraiment prendre les objets les uns après les autres. Il va utiliser simplement, il le prend sur la première, disons le tracking, s'il marche comme ça, il le prend, le prompt sur la première image, il fait sa segmentation, puis il utilise la réponse de la première segmentation sur la première image comme prompt pour la deuxième. Donc il va être guidé par ça, mais pas plus que ça. Et les risques les risques que ça diverge existent. Ouais, ouais. Très bien, merci. Mhm. Oui, Romain, voilà, on n'est pas très loin. Non, on n'est pas très loin. Mais j'ai raté ton talk l'autre jour. Merci déjà, c'était vraiment super. J'avais une question sur le 3D. Justement, comme tu disais, ça va prendre du temps à faire le encoding. Ouais, Est-ce que vous envisagez, dans l'intégration avec LabKit ou Big Data Viewer, de lancer ce processing d'encoding en batch sur des images, sur ouais, une workstation, le cluster, on s'en fiche un peu quel moyen. Puis ouais, après, on puisse démarrer le plugin, tout a déjà été calculé avant, on ouais, donne les folders des images et des encodings, et puis on peut ouais. commencer à faire la notation 3D. C'est quelque chose que vous envisagez? Oui, c'est quelque chose qu'on envisage. Ouais. En background, de lancer. Oui, 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 oui. Ok. C'est quelque chose qui est prévu, en particulier avec LabKit. Ce sera plutôt dans l'environnement de LabKit. Donc là, c'est Vladimir Ullman qui fait tout ça, en fait. Ouais, ouais. Stay tuned. Ouais. Et par contre, là, euh, ouais, il y a une sorte de restriction à tout ça, c'est-à-dire que on, évidemment, on peut lancer tout l'entraînement, non, tout l'encodage avant, voilà, on passe, je sais pas, on- on a ces données, on passe 1 heure, on fait tout l'encodage, puis après on peut s'amuser et faire des prompts assez rapides. Alors il y a la limite, ben, il y a une limite de mémoire quand même, hein, donc aussi, voilà, il faut, parce que tout ça, tout l'encodage reste en mémoire, il n'est pas sauvé sur le disque à aucun moment. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de venir sur la machine et de réexploiter la mémoire. Et l'autre chose, c'est que ben, peut-être que c'est un peu dommage d'encoder tout alors qu'on veut segmenter. Voilà, par le cas de la vertèbre, ben, je m'en fiche d'encoder toute la partie en haut. Ce que je voulais, c'est juste, j'utilise pas le. Parce que en fait, quand on a le prompt, on peut essayer de faire l'encodage que de la partie autour du prompt. Ouais, justement, moi, dans mon idée, on a des datasets 3D avec des noyaux. Ouais, On a besoin d'un Stardist model ou ouais, d'un Cell Pose model en 3D qui marche mieux. ouais, Et du coup, tu vas avoir des centaines de cellules à annoter en 3D dans ton Z-Stack. ouais, ouais, Donc, comme tu disais, c'est stocké dans la mémoire, donc dans la RAM. ouais, Donc, ouais, l'idée, ça serait peut-être d'essayer de le lancer sur le cluster, comme ça, on n'est ouais, pas limité en termes de puissance, voilà, ouais, mais ouais, d'être capable de loader dans la RAM un fichier après un autre que tu as déjà pré-compute sur ton cluster, par exemple. ouais, ouais, ouais. Alors c'est envisageable, oui. Ouais, ouais. Ouais, c'est des directions qu'on exploite, ouais. Mhm, mhm. Mais Cool, du coup, merci. tu mets en avant qu'il y a quand même un gros besoin de puissance dès que tu vas passer en 3D, en fait. Pour Ouais. encoder, tu vas devoir avoir une énorme quantité de RAM. C'est GPU ou c'est CPU? Là, toi, c'est Oh, CPU vu que tu es en...
Ouais, là, l'idée, c'est que c'est SAM2, que c'est CPU. Ouais, ouais. CPU, mais du coup, c'est la RAM de l'ordinateur, même avec 128 Go, si tu as une très grosse donnée, il faut que tu puisses tout mettre dedans, quoi. Ouais, oui. Euh, oui. Oui. Mais l'encodage est quand même plus petit que l'image d'origine, hein. Disons, on encode, hein, on réduit l'information quand même. Mais oui. Oui. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux peut-être lancer juste une petite démo, si comme ça je peux juste. Est-ce que j'ai le temps de lancer une démo? Ça va, Lynn? Oui, 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 très Oui. bien. Ça va super. Sans vraiment vouloir faire la démo complète, mais bon, vous avez tous, je pense, Fiji sur votre machine. Donc, si vous voulez utiliser SamJ, bah, vous allez dans l'updater ici, puis vous cochez Sam. Et puis, bah, je vais le fermer là parce que je suis en train d'utiliser. Voilà, tac, tac. Bon, disons qu'on va recharger une image. Ok, comment je peux effacer toutes ces. Moi, je suis pas un spécialiste Moi, le role manager, j'ai un peu des problèmes. Je sais pas si ça va pour vous. Il marche un peu moins. Comment je fais? Delete. Voilà. Je vais effacer tout ça. Delete, delete, delete. Voilà, comme ça, je repars à zéro. Ah, je vais fermer ça. Voilà. Bon, je crois que je vais ouvrir une image à nouveau, la même. Alors là, je prends une image de taille tout à fait moyenne. Open sample, comme ça. Euh, Comme ça. Et puis, si je veux utiliser SamJ, ben, je vais simplement dans ici, SamJ, voilà. Peut-être. Donc, la première utilisation de SamJ, il va falloir installer le modèle. Alors bah là, celui-là, j'ai déjà installé le Tiny, donc ça c'est le petit modèle. Vous avez plusieurs modèles. Bon, on a vu que les Efficient Sam, là je l'installe plus parce que pour moi il marche pas très bien. Et c'est le plus petit, mais il marche pas super bien. Et puis il y en a encore un autre, Efficient VIT Sam L2, ouais, qui ne donne pas des résultats très 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 bons. Alors moi je suis plutôt concentré sur le Sam 2 Tiny, Small ou Large. On peut peut-être en essayer un ou deux pour, disons, le Tiny, puis voir un peu comment ça répond avec la. Daniel, Là, ils sont déjà installés, oui. je pense à ce point-là, vu que tu parles de tous les modèles. En fait, toute l'installation se fait automatiquement. Ça, c'est vraiment génial. Ça évite de se casser la tête à faire des environnements et tout. Par contre, quel est l'espace disque max si on veut mettre tous les Ouais, modèles? Parce qu'il faut savoir que ça se met sur le disque C. ouais, Si notre disque C est déjà bien rempli, ça peut réduire un peu l'espace disque. Est-ce que tu as une petite config espace disque minimum ouais, ouais. à avoir si on veut utiliser tous les modèles SAM, par exemple? Ouais. Alors, je vous montre ce qui se passe sur SAM. Quand vous installez les modèles de SAM, voilà, il va créer ce répertoire qui s'appelle Appose ici. Alors, pour moi, ben, c'est pour mon architecture. Et puis, dedans, il va créer un environnement Python complet. Si j'utilise seulement SAM2, je vais avoir seulement SAM2 ici. Et puis bah là, j'ai les poids en fait des modèles. Là, j'ai trois modèles de SAM2 installés, mais j'ai pas Efficient SAM installé. Et puis tout ça, vous voyez la taille des poids ici. Ça, c'est les fichiers. Mais il y a quand même tout l'environnement. Et donc, si je regarde là, c'est quand même 3 gigas pour, pour les trois modèles de SAM2. Merci, Daniel. Voilà. Oui, faut ça. C'est pas, ça a un certain coût, hein, effectivement. Mais effectivement, l'installation, voilà, si je voulais installer celui-là, le Efficient Sam, je clique ici, voilà, et puis c'est parti pour une installation complète. Ben, voilà. Ben, il y a tout le micro-Mamba, toutes les dépendances, etc., qui sont installées. Mais en parallèle, je vais fermer ça. Hop. Bon, ben, je n'ai pas fini l'installation, tant pis, je l'ai interrompu. Mais je ne vais pas prendre ce modèle-là. On va commencer par le tiny ici. Donc la première opération, c'est l'encodage. Donc on fait le go ici. Donc ça veut dire qu'on va faire l'encodage. Ça prend plusieurs secondes pour encoder cette image-là. Ça ne dépend pas tellement finalement de la taille de l'image, hein. C'est ça qui est assez étonnant. Et puis ben là, je peux commencer à faire des annotations dites manuelles. Je bascule mon bouton en mode live. Et donc chaque fois que je vais utiliser ces outils-là, donc une bounding box, il va me lancer une segmentation. La première est plus longue que les autres, parce qu'il y a encore il y a les secondes étapes d'encodage, mais là j'ai l'impression que ça ne marche pas. Et ben voilà, l'effet démo. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous aviez vu que j'avais le résultat juste 5 minutes avant, hein. Euh, ah ben mince alors.
J'ai fait une bêtise. Je crois que tu n'as pas sélectionné la bonne image. C'est sur Myline original et là, tu es sur Ah, AOPB. voilà, voilà, voilà. J'ai effectivement fait une bêtise. Oui. Merci, merci pour l'aide. Je- J'ai eu chaud. Voilà, encodage de la bonne image, ça va mieux se passer. Voilà, là on segmente, bon ça on est en mode complètement classique ici, là on peut segmenter ça. Voilà, là ce qui est intéressant, je vais aller cliquer sur la zone blanche cette fois-ci, considérer que c'est un autre objet. Vous voyez que ouais, c'est un peu compliqué, mais bon, le grand objet il n'est pas vraiment à trouver, il n'a pas trouvé les petits objets à l'intérieur, mais plus intéressant, on peut peut-être prendre la boîte ici. Oups. Euh, je peux faire ça, voilà. Oui, si je mets un carré comme ça, bah, je vais avoir un certain nombre de résultats. Ce que je voudrais comparer, c'est un peu le tiny avec les autres. Alors là, voilà, j'ai fait une box ici, mais je peux aller changer de modèle. Si je ne suis pas content avec ce modèle, je dois recommencer l'encodage. Pour chaque modèle, on encode de façon différente. L'encodage est plus long pour les plus grands modèles. Et normalement, les réponses sont aussi un peu plus longues pour les plus grands. Alors là, je vais prendre la même région d'intérêt. Vous voyez que j'ai pas la même, j'ai pas la même réponse en fait. Euh, D'ailleurs, je crois, vous voyez, la réponse n'est pas tellement satisfaisante en fait, hein, donc sur cette segmentation-là. Oui, je ne suis pas tellement satisfait du résultat. C'est Euh, quoi les 6.1, 4.1 qui sont devant? euh, c'est l'ordre. Vous voyez que c'est pour avoir un ordre et les repérer dans le Roy Manager. Ok, d'accord. Donc, première segmentation, deuxième segmentation. On indique aussi le point 1. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Ouais, c'est parce qu'on peut avoir des segmentations dites multi-objets, en fait. Ça, mais cette capacité aussi. Alors, je vais peut-être l'essayer. C'est une bonne question. Donc, le premier chiffre indique l'ordre de segmentation. Donc, c'est simplement un chiffre qui va de 1 jusqu'à n. On voit aussi qu'on a noté le type de prompt qui a été utilisé. Est-ce que c'est un point ou est-ce que c'est un rectangle? Et puis là, c'est la première réponse le plus grand objet, en fait. Mais je peux décocher cette box-là et je vais obtenir potentiellement plusieurs objets. Si je fais ça, donc là, j'ai mis une fenêtre beaucoup plus grande qui couvre plusieurs objets. Donc, je m'attends à avoir une segmentation. Est-ce que j'étais bien... Ah, j'avais coupé le mode live. Donc, je vais recommencer. Vous voyez, là, j'ai beaucoup, beaucoup de segmentation. J'ai beaucoup d'objets, en fait. Et donc là, on a le 9.1, 9.2, 9.3, etc. Du même prompt, on peut générer plusieurs objets. Alors, ici, ça marche. Il a trop fragmenté. Donc, vous voyez que sur cette image, elle est pas top, en fait, pour Sam, hein. Vous voyez il a vraiment trop fragmenté en multiples petits objets ici. Et donc, quand on utilise ce mode, où on peut basculer de mode, où on veut par prompt, on veut un seul objet, ou bien on accepte d'avoir, donc le plus grand, en fait, le plus grand objet, ou bien on accepte d'avoir plusieurs objets. Et donc là, il commence à travailler sur des beaucoup plus petits objets. Et moi, j'ai jamais trouvé que ça marchait bien, ces segmentations, parce qu'ils fragmentent beaucoup trop quand on a des images un petit peu complexes, un petit peu bruitées. Voilà un peu pour la démo. Puis il y a le mode, le preset. Si vous avez un certain nombre de seeds, vous pouvez lancer en batch mode. Ça. Est-ce que je peux prendre d'autres questions? Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y a des mains levées là, voilà. Jean-Daniel. Ouais. Juste pour réagir à ce que tu viens de montrer à l'instant, quand tu sélectionnes plusieurs objets, est-ce qu'on pourrait estimer de ne pas se borner qu'à un objet, mais lui dire les deux ou les trois plus gros objets? Non, on n'a pas mis cette option-là parce que non, on aurait pu, mais on l'a pas fait. Ouais. En fait, c'est du post-processing de type Oui, Fiji, oui. mais on l'a pas fait. Ouais. Mm. C'est une bonne remarque, on pourrait imaginer le faire. Je peux peut-être essayer de le faire plutôt sur l'image blob, cette démo, parce que là, sur cette image, elle n'est pas terrible. Alors là, je vais choisir l'image blobs, je vais l'encoder. Voilà.
Ah, manuel ici, j'y suis. Ok, je prends mon petit outil là. Ah ouais, là, ouais, en fait, ça marche. Pour moi, il marche pas très bien, cette fonction de SAM, de multiple object. Vous voyez que là, j'arrive pas à interpréter facilement le résultat que j'ai obtenu, hein. Je sais pas si vous. Je m'attendais à sortir l'ensemble des petits objets, mais vous voyez que c'est catastrophique en fait. Ouais, ouais. Alors que si j'y vais objet par objet, là, avec cet outil, ah, là, je commence. Voilà, vous voyez là, on peut aller. On commence à faire des segmentations de façon très très rapide là. Et puis je peux cliquer en dehors et là, bah, j'ai quelque chose de catastrophique. Alors, les prochains travaux sur lesquels qu'on mène maintenant, c'est aussi la possibilité de corriger ces courbes-là. Parce que pour l'instant, cet objet, c'est un polygone. Donc, si j'en sélectionne un, par exemple, le dernier, peut-être pas celui-là, un plus grand. Vous voyez que là, la sortie de SAM, ça, c'est vraiment directement la sortie produite par SAM, hein. Ouais, je vais essayer de sélectionner l'objet là. Voilà. Voilà. Hop. Ici. Vous voyez que c'est un polygone. Ça, c'est vraiment ce que nous sort Sam. Un polygone qui est pour moi vraiment difficile à éditer parce que vous voyez, si je veux commencer à l'éditer, je dois choisir cet outil-là, je crois. Puis commencer à prendre le. Mais donc, on voudrait avoir des possibilités d'éditer ce qu'on a peu dans Fiji, en fait. Et là, il y a un gros avantage à utiliser QPath parce que les outils d'édition sont bien plus performants pour aller modifier les courbes. Mhm. Autre question, oui, Nicolas? Oui, c'était, je me rappelle plus si le multipoint était pour un même objet était possible dans SAMJ ou Oui, pas. oui, Tu peux nous le montrer? oui. Je sais Oui. comment ça fonctionne. Parce que du coup, tu le fais pas en live en fait. Si? Non, attends, je vais le faire. Il faut juste que je trouve le zoom, revenir en arrière. Là, tac, tac, tac. Et il y a les outils de zoom qui m'embêtent. J'aimerais nettoyer. Je vais reprendre une autre image parce que là, c'est pas très. Euh, Mais le multipoint en un seul objet. Voilà, comme ça. OK. Voilà. Multiple point. Donc, je choisis l'outil multiple point dans Fiji, évidemment. Donc là, je crois qu'il faut cliquer. Moi, je suis pas très habitué, mais je crois qu'il faut cliquer sur Shift, c'est ça, pour garder le. Donc, je peux mettre plusieurs points. Ah, il faut que je mette en live. Non, non, je crois que vu que tu es en multiple point, tu n'as pas besoin de faire shift. Par défaut, il va te le prendre comme multiple point, il me semble. Ah, non. Ben, pas sur. euh, Là, ça marche pas comme je m'attendais. Je sais pas l'utiliser. Euh, mais il y a le multiple point. En fait, je sais pas utiliser le. Il faut appuyer sur une touche là, mais je sais pas laquelle. Alt. Ah, voilà. C'est celui-là. Pour moi, sur le Mac, c'est Command pour garder les multiple points. Et après, Mhm. quand je lâche, il doit faire la segmentation avec plusieurs points. Ok. Voilà, il a lancé là maintenant. Ouais, ouais. Bon, ça donne un résultat. Bon, j'ai cliqué un peu Oui, n'importe où. oui, oui, mais Et je vois. il faut cliquer sur la touche. Pour moi, c'est la touche command Mhm, mhm. sur le Mac. Ouais. Mhm. Alors, Par contre, ce qu'on aurait aimé Daniel, avoir, c'est la possibilité d'avoir des points positifs et points négatifs, parce que ça, mhm, c'est des entrées que Sam. Et puis ça aiderait beaucoup pour la notation. Mais il n'y a pas de moyen de faire ça facilement sur Fiji. euh, Daniel, j'avais juste aussi un dernier point. J'ai retesté parce que je le faisais déjà avec mes utilisateurs et je voulais être sûr, mais moi, quand je trace un polygone avec l'outil polygone, quand je passe en freehand et que j'utilise la touche Alt, je peux corriger à main levée en dessinant la zone générée. Ah, c'est une fonctionnalité que je ne connais pas. En fait, si tu prends n'importe lequel de tes polygones, Ouais, attends. voilà, Bon, celui-là est trop tu, grand. Ouais, voilà, celui-là. celui-là, Ouais, par exemple, là, tu prends l'outil freehand
Et si tu restes appuyé sur Alt et que tu dessines par-dessus, Ouais, Alt, ce sera option sur le Mac. alors là, par contre, je suis pas Mac user, donc là, voilà. Alors, il faut faire une ROI. C'est les ROI qui s'overlappent, qui s'annulent en fait quand tu restes appuyé sur Alt. Ah, Donc, il faut que tu resélectionnes la ROI, mais ça marche d'un freehand au polygone en fait. ah, ok. Ah, bah, ouais, donc ça, c'est du fonctionnement de Donc, si tu restes appuyé sur Alt et que tu overlay, ça va effacer ce qui s'overlay quand tu dessines en fait. Il faut vraiment que tu fasses un gros cercle qui overlay ton cercle à toi. J'aurais dû faire comme ça, en fait. Bah là, tu vas l'effacer complètement. Voilà. Ah, d'accord. Ah, Et d'accord, si tu d'accord. fais Shift, Ah, ça ouais. rajoute ce qui se recoupe ou ce qui se recoupe pas. D'accord, d'accord. Ça fait une C'est intersection, c'est- une c'est un peu union. comme QPass. QPass a vraiment la même Ok, fonctionnalité à ce super. niveau-là. Alt et Shift en freehand, ça marche assez bien et c'est compatible avec le polygone. Ok, merci pour le cours Je t'en prie, je d'annotation t'en de prie. physique. Je voulais être sûr Oui, parce oui, que alors je connaissais pas, et donc merci, ok, superbe. Ouais. Alors c'est très très utile pour nous là pour éditer ces cours parce qu'effectivement j'ai beaucoup vu des gens sur QPass parce qu'il y a des brushes de différentes tailles et comme ça c'est quand même très sympa sur QPass en fait, hein. Ouais. Mais merci, ouais, je crois avoir compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a peut-être le chat encore ici, il y en avait deux. Alors, euh, pourriez-vous réexpliquer l'encodage des images lorsqu'elles sont trop grandes? Par exemple, quel traitement faudrait-il faire sur des mosaïques? Je débute en traitement d'image. Alors, euh, donc, alors c'est une très très bonne question. C'est une question qui est assez sensible sur les grandes images, hein, parce que les gens qui utilisent SAM et les gens qui viennent de Computer Vision, en gros, don't care about the size. Ils ont pas, ils s'en foutent un peu de la question de la taille des images. Eux, ils ramènent leurs images à 1024, et puis tant pis si les objets sont tout petits à l'intérieur. Mais nous, en bio, bah, on n'aime pas du tout ça. Donc, on veut bien travailler avec les images grandes et en même temps garder la bonne résolution. Alors, pour ça, il faut utiliser les bons outils, les bons interfaces de SAM. Alors, moi, j'en connais deux qui sont bien. Alors, les autres, je ne peux pas me prononcer, mais c'est QPass. Et là, donc, si vous mettez votre image dans QPass et que vous la mettez à la bonne échelle, donc vous zoomez sur votre image, bah là, vous aurez la pleine résolution et tout va bien se passer. Et puis, SamJ le fait aussi. Mais ça prend, donc vous pouvez mettre votre grande image, vous pouvez faire votre prompt, et l'encodage va se faire à la pleine résolution. Par contre, parfois, il va y avoir des délais dans votre codage, parce qu'il va automatiquement devoir réencoder les parties qui n'ont pas encore été encodées. Et, et puis, mais sinon, vous pouvez utiliser vos grandes images, en tout cas dans ces deux outils-là. Alors, puis pour les autres outils, je ne sais pas. Et à part l'outil de SAM sur le web ou par API de SAM, où là, si vous rentrez votre grande image, la première opération qui va être faite, c'est de la réduire à 1024 de façon brutale. Et donc là, c'est pas des bons modes de fonctionnement. J'espère que j'ai répondu à la question. Marion, ça répond à la question, je ne sais pas. Voilà. Et puis alors maintenant, question de Izen et Kane. Bonjour, il y a eu des comparaisons faites entre SAM et d'autres modèles de segmentation 2D supervisés, outre, c- y a-t-il- outre ceux fournis par Fiji. Euh, Est-ce qu'il y a eu des comparaisons? Euh, je dirais qu'il y a peu de comparaisons, évidemment. Parce que pour moi, c'est quand même deux outils comme qui sont, en tant que scientifique, il ne faut pas voir SAM comme un outil de segmentation pure. Il faut le voir comme un outil d'annotation. Parce qu'il y a toujours cette question du prompt, cette question du contrôle. Et il faut garder cette relation avec l'objet. Et donc, je
Donc, parce que quand on parle d'outils de segmentation de type traditionnel, que ce soit, je sais pas, un Cellpose ou bien des UNet ou des Watershed, là, il n'y a pas la question du prompt qui se pose. Donc, en fait, on peut pas vraiment comparer une segmentation avec prompt et une segmentation sans prompt. C'est pas vraiment, c'est pas comparable parce que le prompt aide évidemment beaucoup. Et puis, est-il envisageable d'imaginer segmentation automatique non supervisée par SAM sur des coupes anapates? Euh, oui, pour autant que vous puissiez trouver des seeds, en fait, une façon de calculer des points. Par exemple, je sais pas, je peux imaginer que vous lancez d'abord un Stardist qui vous trouve tous les noyaux, et puis vous utilisez ça comme un prompt. Et puis, par exemple, avec SamJ, vous pouvez l'utiliser en mode batch mode. Mais donc, il faut avoir une mécanique pour nourrir, pour feed Sam. En fait, Sam, il a besoin vraiment d'une entrée d'un prompt. Et puis, l'autre chose que j'ai montré tout au début, une autre façon, si vous avez des objets d'une taille très, très régulière, bah, vous pouvez poser une grille sur votre image. Donc, une grille de points. Et donc, chacun de ces points devient un prompt. Et puis, parfois, il va trouver des objets, parfois, il ne va pas en trouver. On peut régler un seuil d'acceptation. Et puis, c'est une façon de faire une segmentation complète. Bonjour. Pour information, MicroSam permet de sauvegarder les embeddings dans des archives. D'accord. OK. Pour éviter d'avoir à calculer à chaque utilisation l'encodage tant qu'on utilise le même modèle. Très bien. Ouais, je n'étais pas au courant de cette option-là. C'est effectivement, ça rejoint la discussion qu'il avait eu avec Romain. Bonjour. J'ai eu un imprévu. J'ai loupé le début de la présentation. Bon. Euh, je peux- je pense qu'elle est enregistrée, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Après, on va le Ah, mettre sur le site ah, d'accord, du d'accord. RTMFM. Voilà, d'accord, j'ai vu la réponse. Merci beaucoup. J'ai eu un cours dans 10 minutes. Bon, ok, d'accord. Voilà, ok, je crois qu'on a épuisé les questions. J'avais juste une question. Du coup, en fait, il vaut mieux travailler sur l'image brute avec le bruit. En fait, SAMJ il marche mieux dans cette configuration ou il vaut mieux Ouais, les débruiter. Enfin, bah, ça, c'est toujours des questions un peu délicates. Mais oui, il est quand même relativement robuste au bruit. Donc, moi, oui, on peut y aller direct. Ouais. Ce qui est c'est plutôt la question du contraste. Il va trouver vraiment des contrastes locaux. C'est ça il est attiré par les zones de contraste. Alors, si le bruit euh, a tendance à tuer les zones de contraste, ça va être difficile. Mais si vous avez du bruit et qu'il y a quand même des zones de contraste, il va s'en sortir. Et donc là, il n'y aurait pas d'intérêt de faire du denoising dedans.